Alors, en droit, le concept d'apologie est ancien. On le date, il remonte au moins à ce qu'on a appelé les lois dites scélérates de 1893, où il y avait l'apologie de crime. Alors, on ne parlait pas à l'époque d'apologie de terrorisme, on parlait d'apologie de crime. Il y a eu... Et donc, pour vous dire voilà, que le concept d'apologie est ancien. Par contre, l'apologie de terrorisme, à proprement parler, est bien plus récent. Et jusqu'alors, jusqu'à il y a une dizaine d'années, jusqu'en 2014, c'était une infraction qui était liée au droit de la presse. Donc la fameuse loi de 1881 sur la presse, du 29 juillet 1881. Ce qui s'est passé, c'est que il y a 10 ans, tout juste, on fêtera bientôt l'anniversaire là dans quelques semaines, le 13 novembre 2014, une loi, donc c'était la loi dite Cazeneuve sur, je ne me rappelle plus de l'intitulé exact de la loi, mais elle concernait donc la question du terrorisme. Donc cette loi Cazeneuve du 13 novembre 2014 est venue sortir l'infraction d'apologie du terrorisme, il est venu la sortir du droit de la presse pour l'inclure dans le droit pénal. Alors, dit comme ça paraît un petit peu abstrait, mais c'est quoi qu'est-ce que ça change? Alors, ça change beaucoup de choses. Déjà, maintenant, depuis 2014, donc, vous pouvez faire de la garde à vue pour apologie de terrorisme, vous pouvez passer en comparution immédiate pour apologie de terrorisme, et vous pouvez aussi, et les peines aussi sont plus lourdes, à la fois les peines de prison, les peines d'amende, et si vous êtes condamné à l'issue d'une procédure pour apologie de terrorisme, vous serez inscrit au fichier national des auteurs d'infractions terroristes, qui est quand même une pénalité sociale assez forte, parce que vous devez signaler tout déménagement, vous serez embêté au passage de chaque douane, etc. Donc ça, c'est depuis 2014. Alors, jusqu'à 2014, les procédures pour apologie de terrorisme, on pouvait les compter sur les doigts d'une main chaque année. À partir de 2014, et notamment à partir de 2015, il y a eu une explosion des poursuites pour apologie de terrorisme. Quand je dis une explosion, c'est qu'on est passé de 4, 5 à des centaines par an. Pour vous dire voilà, dans quoi on est passé. Alors, ce n'est pas nouveau. Ce qui se passe depuis le 7 octobre n'est pas nouveau, parce qu'en 2015, par exemple, c'était sous gouvernement socialiste, la garde des Sceaux de l'époque, Christiane Taubira, qui est pourtant réputée libérale, avait envoyé une instruction aux procureurs pour leur dire de réprimer le plus sévèrement possible et de poursuivre et de réprimer les délits, enfin les infractions d'apologie du terrorisme. Donc la circulaire de Taubira, dans la hiérarchie des normes, elle vaut rien. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout un texte contraignant, les procureurs ne sont pas obligés de le suivre, mais on a vu qu'ils suivaient du coup avec zèle et mettaient un point d'honneur à poursuivre des personnes pour apologie de terrorisme. Donc, juste pour parler 30 secondes de cette loi de 2014, elle a été conçue à l'origine pour lutter contre les filières de recrutement en ligne de djihadistes. Ça, c'est important à noter, c'est-à-dire que cette loi-là de 2014 sur l'apologie du terrorisme, à l'origine, c'était pour lutter contre l'embrigadement, l'endoctrinement en ligne, et donc des gens en ligne mettent la main sur des personnes pour les pousser à partir combattre au Proche-Orient. Ça, c'est dans l'exposé des motifs de la loi, elle a été conçue pour ça à l'origine. On voit qu'aujourd'hui, l'usage qui en est fait est très éloigné de ce pourquoi la loi a été conçue. Et par exemple, dès 2015, dans tous les... J'ai épluché vraiment la jurisprudence de toutes les personnes condamnées à partir de 2015, et il y a une chose qu'on peut trouver drôle ou pas, d'ailleurs, mais c'est peut-être moins drôle pour les personnes, c'est que dans la moitié des cas, des personnes poursuivies et condamnées pour apologie de terrorisme en 2015, la moitié était en état d'ébriété. Ça, c'est important de le noter, c'est-à-dire que ça ressort, quand on lit, c'est des gens à 2 h du matin qui croisent des policiers, éméchés, enfin, pas les policiers, mais la personne qui ensuite sera poursuivie, et qui profère des propos sur Mohamed Merah, sur les frères Kouachi, sur Charlie Hebdo, sur le Bataclan. Voilà. Donc c'est des gens éméchés qui tiennent ce type de propos. Les policiers font un compte-rendu, des poursuites sont faites, et la personne est condamnée. Il y a par exemple, je pourrais citer des dizaines et des dizaines de cas, une adolescente de 12 ans à Nantes, dans le tramway, qui fait une blague, je ne sais pas sur quoi, en disant qu'elle a des explosifs dans son sac, 12 ans, adolescente, et qui a été condamnée pour apologie de terrorisme. Bon, des cas comme ça, on a même des personnes qui souffrent de handicap,
qui, dans une boulangerie, avait fait une blague en disant... Enfin, bon, il y a des cas comme ça, donc on voit bien à quel point on s'est éloigné de ce pourquoi la loi avait été votée à l'origine. La difficulté principale sur ce délit d'apologie de terrorisme, c'est qu'on est sur un terrain éminemment politique. Bon, ça, et il y a aussi une manière de dépolitiser, et ça, j'y reviendrai plus tard. Mais pourquoi je dis qu'on est sur un terrain éminemment politique, c'est que on demande, et moi c'est d'ailleurs dans le sens, enfin, je plaide dans ce sens-là, dans tous les dossiers que je suis pour tous les clients que je défends qui sont poursuivis pour apologie de terrorisme, à chaque fois, quand je m'adresse à la Cour, quand je m'adresse au juge, je leur dis qu'on les met dans une situation impossible, c'est-à-dire qu'on leur demande de raisonner en droit sur un terrain éminemment politique. Voilà, on leur demande d'utiliser des arguments juridiques pour un dossier qui en réalité relève du politique. Pourquoi je dis ça ? Pour une raison très simple, c'est qu'au cœur, évidemment, la clé de voûte de l'infraction d'apologie de terrorisme, c'est évidemment le mot terrorisme. Alors, les tribunaux entendent par apologie le fait de présenter quelque chose sous un jour positif ou alors de justifier. C'est ça l'apologie. Donc, soit vous présentez une organisation terroriste ou un acte terroriste de manière positive, soit vous justifiez des actes terroristes. Mais maintenant, il reste à savoir ce qu'on entend par terrorisme. Le problème, c'est qu'il est impossible de trouver une définition consensuelle du mot terrorisme. Et ça, à travers l'histoire, c'est-à-dire depuis des années, on a du mal, à la fois les États, mais aussi des organisations, des individus, etc., des universitaires, etc., on a du mal à faire ressortir une définition qui fasse consensus sur ce qu'est le phénomène terroriste et ce qu'est le terrorisme. Alors, le mot terrorisme est rentré dans le code pénal en France en 1986. À l'époque, entre septembre 85 et le milieu d'année 86, la France connaît une vague d'actes terroristes. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'on va regrouper un certain nombre d'infractions qui existaient déjà. Hein, ça veut dire qu'il y avait déjà plein d'infractions qui permettaient de poursuivre les actes qu'on appelle terroristes. On va regrouper toutes ces infractions-là dans un chapeau spécial qui va devenir une forme de législation antiterroriste. Alors, en 86, le législateur, évidemment, s'est heurté à la difficulté de définir le mot terrorisme. Alors, il y a répondu, enfin, en tout cas, il a contourné cette difficulté par une forme de pirouette en disant, bon, oui, c'est difficile de définir le terrorisme, évidemment, mais par contre, c'est évident quand on le... Alors, on ne peut pas définir le terrorisme, mais quand on est face au terrorisme, c'est évident, il y a une évidence. Donc, moi, je trouve ça un petit peu particulier de dire on ne peut pas définir un phénomène, mais quand on le voit, c'est évident que c'est ça. Voilà, c'est ça, en fait, la position qui a été prise, disons. Et donc, on a mis la focale sur, non pas les actes terroristes en eux-mêmes, parce que les actes terroristes ne sont pas différents des autres types d'infractions, le vol, le meurtre, l'homicide, etc. Ça existe déjà en droit, hein, on n'a pas attendu la législation antiterroriste pour condamner et réprimer ces faits-là, mais plutôt que de mettre l'accent sur l'acte terrorisme, on a mis la focale, on a mis l'accent sur l'intention terroriste. Et c'est ça, le législateur met toute l'attention sur qu'est-ce qu'une intention terroriste. Voilà. C'est ça qu'on va surtout poursuivre et criminaliser. Donc, on est sur l'intention. Le problème, c'est qu'on est sur le terrain des intentions, c'est très compliqué d'avoir un raisonnement juridique rigoureux. Et du coup, on va se retrouver avec des considérations... Enfin, voilà. La qualification de terrorisme va plutôt défendre de rapports de force et d'enjeux politiques plus que de la matérialité des faits eux-mêmes. Alors, j'ai évoqué tout à l'heure la circulaire de 2015 de la garde des Sceaux d'alors, qui était Christiane Taubira. Il faut savoir qu'un de ses successeurs, Éric Dupond-Moretti, juste après le 7 octobre, on est quelques jours après le 7 octobre, peut-être le 10 octobre de mémoire, lui-même rédige une circulaire dans laquelle il demande au procureur de se montrer très ferme et de poursuivre systématiquement les propos qui feraient, selon lui, l'apologie de terrorisme. Il va même plus loin un petit peu que la loi elle-même en disant que le simple fait de donner une justification
au 7 octobre, même de rappeler le contexte historique, voilà, ces choses-là, il faut réprimer ces paroles-là. Ça renvoie évidemment à une phrase assez connue de Manuel Valls, qui, lorsqu'il était Premier ministre ou ministre de l'Intérieur, je ne sais plus à quel moment il avait prononcé cette phrase-là, mais en disant que, après les attentats, je crois que c'était le Charlie Hebdo ou le Bataclan, en disant que expliquer, c'est déjà un petit peu excuser. Voilà. Donc on est exactement dans cet esprit-là, avec Éric Dupond-Moretti, donc il envoie cette circulaire-là, et là, tout de suite après le 7 octobre, on voit des centaines, enfin depuis le 7 octobre, on en est à des centaines de procédures ouvertes pour apologie de terrorisme, évidemment qui ne concernent plus du tout ce pourquoi la loi, comme j'ai dit tout à l'heure, ce pourquoi la loi avait été rédigée et adoptée. Donc voilà, ça part, c'est vraiment des procédures et des poursuites qui partent un petit peu dans tous les sens. Donc on a des élèves avocats qui ont été poursuivis, des personnes, des militants lambda, des universitaires, des femmes et des hommes politiques, des parlementaires. Bon, voilà, il y a eu vraiment une variété de cibles. Donc en fait, il y a eu les deux choses, c'est-à-dire à la fois le domaine de l'apologie terrorisme s'est trouvé étendu, et évidemment les cibles également se trouvent étendues. C'est ce qu'on appelle, les juristes ou même les chercheurs en sciences sociales appellent ça l'effet cliquet. C'est-à-dire que systématiquement, dès qu'une loi répressive est votée et adoptée pour une cible particulière, eh bien, systématiquement, on voit une extension du domaine d'application de cette loi-là, une extension du domaine de la répression, une extension des cibles. Typiquement, la loi séparatisme, par exemple, d'août 2000, qui a été adoptée à l'été 2021, au départ, pour le grand public, ne concernait que les personnes de confession musulmane. Donc il y a un certain nombre d'acteurs, de la société civile, politique, etc., qui sont un petit peu désintéressés de l'adoption de cette loi-là. Et puis, avec l'effet cliquet, les autorités sont mises à poursuivre des collectifs, notamment écologistes, sur le fondement de la loi séparatisme. Et là, on s'est retrouvé avec un certain nombre d'acteurs qui se sont dit, mais attendez, c'est quoi cette loi? On n'avait pas pris compte, on n'avait pas fait attention à l'époque de son adoption, mais comment ça se fait qu'on nous applique une loi dont on pensait qu'elle ne concernait ou qu'elle ne viserait que les personnes de confession musulmane? Et c'est ça l'effet cliquet, c'est de dire, au début on cible une population particulière, donc le grand public se désintéresse de cette loi-là, et puis finalement on étend le champ de la répression. Donc typiquement, on a eu le même scénario avec l'infraction d'apologie de terrorisme, qui, et ça, il faut quand même le rappeler systématiquement, est une entorse grave à la liberté d'expression, parce que l'usage qui est fait de cette infraction-là, de ces procédures-là, c'est vraiment pour faire taire les voix qui viennent en soutien aux Palestiniens qui sont encore près d'un an après le 7 octobre massacrés à Gaza. Donc c'est vraiment un outil répressif au service de l'impunité d'Israël et pour faire taire les voix qui refuseraient donc cette impunité-là. Donc c'est ça qui est un petit peu grave. Je ne sais pas si c'est une instrumentalisation du droit ou c'est... on peut l'appeler de différentes manières, mais en tout cas, il fait peser une menace grave, disproportionnée, contre la liberté d'expression notamment. Alors, jusqu'ici, moi, j'ai abordé la question du comment. Comment fonctionne, comment se passent les procédures pour apologie de terrorisme, etc. Maintenant, on va aborder la question du pourquoi. Et donc, c'est une question qui est assez complexe. Pourquoi, voilà, on assiste à à cette extension du domaine de la répression. Je pense qu'il y a, de manière assez prosaïque, la manifestation de la droitisation, ou même j'ai envie de dire de l'extrême droitisation de la société française, et donc ça se manifeste dans le droit. C'est compliqué de dire ça pour plusieurs raisons, c'est que le droit, enfin en tout cas les tribunaux, sont un lieu éminemment où il est plutôt, voilà, je vais plutôt le dire comme ça, les tribunaux sont un lieu où il est très difficile d'aborder la question politique. C'est-à-dire qu'il y a
un double phénomène quand on assiste à cette procédure-là pour apologie de terrorisme, et même plus généralement dans le cadre de la répression du mouvement de solidarité à la Palestine, c'est qu'il y a un double phénomène assez déroutant, c'est que d'un côté, les tribunaux dépolitisent le soutien à la Palestine pour le repolitiser immédiatement, c'est-à-dire en fait c'est une requalification pour le repolitiser, mais cette fois-ci sous forme de lutte contre l'antisémitisme ou lutte contre les discours de haine. J'explique de manière très simple, c'est que des personnes, par exemple, arrivent avec des soutiens, avec des slogans de soutien aux droits des Palestiniens. On évacue immédiatement le motif politique en disant non, non, mais en fait, vous ne manifestez pas pour la Palestine, je schématise, hein, mais c'est juste pour expliquer le procédé, vous ne manifestez pas en réalité pour la Palestine, vous n'êtes pas là dans un cas, pour manifester dans un cas assez typique de solidarité internationale, non. Derrière, en fait, vos engagements, derrière vos écrits, derrière vos manifestations, derrière cette action, se cache en réalité un discours de haine, et en particulier un discours antisémite. Voilà. C'est ça, c'est d'un côté dépolitiser le mouvement de solidarité à la Palestine pour le repolitiser immédiatement en mettant tout sous le chapeau de la lutte contre les discours de haine et la lutte contre l'antisémitisme. Typiquement, la lecture qu'avait donnée Éric Dupond-Moretti, donc le garde des Sceaux, du 7 octobre, c'est de dire c'est un acte antisémite. Je ne sais pas s'il avait utilisé le mot pogrom ou pas, mais clairement, il avait dit que c'était un acte antisémite. Moi, je trouve ça dangereux et problématique pour deux raisons, notamment. En réalité, il y en a plus, mais il y a deux raisons principales qui me poussent à dire que qualifier le 7 octobre d'acte antisémite ou de pogrom est assez dangereux. La première, c'est qu'il fait disparaître totalement le contexte historique. Il n'y a plus de background, c'est-à-dire il y a un côté anhistorique de l'événement, et ça, on l'a vu, y compris même avec le 11 septembre, avec d'autres événements de ce type. Ça veut dire que l'histoire disparaît totalement, le fond historique disparaît, et il n'y a plus que l'acte lui-même du 7 octobre dont on ne comprend même pas le surgissement. Quand je dis ça, quand on dit A mène à B, ça ne veut pas dire que A justifie B. Ça, c'est important de l'avoir en tête. Mais je pense qu'on ne peut pas comprendre, il n'y a aucune intelligibilité de l'événement même du 7 octobre si on ne comprend pas le contexte dans lequel il a eu lieu. Ça me paraît une évidence. La deuxième chose, c'est que si un certain nombre de personnes, des ministres, des personnalités politiques, des journalistes, etc., même des collectifs militants, si on affirme que les victimes du 7 octobre l'ont été parce qu'elles étaient juives, donc voilà, c'est-à-dire que c'est un crime antisémite, c'est un pogrom, donc on a tué des personnes le 7 octobre parce que juives. Ça me paraît dangereux pour deux raisons, c'est que ça rejoint d'une certaine manière la pensée antisémite et la pensée identitaire des personnes qui vous disent que si les Israéliens massacrent des dizaines de milliers de civils depuis le 7 octobre, c'est justement parce qu'ils sont juifs. Vous voyez en fait comment en fait l'argument identitaire se retourne contre soi pour finalement alimenter un discours antisémite. Parce que si on considère que les victimes du 7 octobre l'ont été, enfin les personnes qui ont été tuées le 7 octobre l'ont été parce que juives, ça fait disparaître totalement l'État d'Israël. C'est-à-dire qu'en fait, on dit le 7 octobre, c'est un énième épisode de l'antisémitisme européen et des pogroms qui ont jalonné l'histoire des Juifs en Europe. Donc ça fait totalement disparaître l'État d'Israël, c'est-à-dire qu'on fait comme si l'État d'Israël n'existait pas. C'est ça la lecture identitaire du 7 octobre. Et la deuxième chose, c'est que si vous dites que les personnes qui ont été tuées le 7 octobre l'ont été parce que juives, les antisémites répondent oui, et nous considérons que tous les meurtres qui ont lieu depuis le 7 octobre, commis par des Israéliens, c'est justement parce qu'ils sont juifs. Vous voyez, voilà comment la logique identitaire, en fait, se répond de manière mortifère. Donc, ça, c'était pour répondre sur la première partie, sur la qualification même du 7 octobre. On remarque alors, il y a ce phénomène d'extrême droitisation, disons, de la société, qui a des répercussions sur le droit, même si ça se fait de manière complexe. Donc, à côté de ce phénomène d'extrême droitisation de la société, qui a évidemment des répercussions sur le droit, même si ces répercussions se font de manière codée, complexe, indirecte, il y a une autre forme qui est une forme d'insularité française. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est un rabougrissement, disons, de la scène intellectuelle en France, qui fait qu'on a du mal un petit peu à voir ce qui se fait à l'étranger et à prendre, ou en tout cas à apprendre des expériences étrangères. On a une scène nationale qui se rabougrit sur des questions de plus en plus, sur toutes les thématiques identitaires, réactionnaires, même pour le dire rapidement. Et donc cette forme-là d'insularité, c'est un refus de prendre en compte ce qui se passe à l'étranger, ce qui se dit, les débats qui peuvent traverser aussi les champs intellectuels dans d'autres
Dans d'autres pays, ça se manifeste de manière caricaturale quand à chaque fois que des personnes disent quelque chose, on leur oppose l'argument du wokisme, avec tous les guillemets qu'il faut, en leur disant que c'est des théories racialistes importées des campus américains, etc. Ou alors, dès qu'une personne prend la parole pour tenir un discours critique, en particulier des institutions et des autorités françaises sur la Palestine, bon, bah, c'est l'accusation qui tombe d'accointance avec les frères musulmans, de frérisme, c'est un terme ridicule, et encore plus ridicule que frérisme, il y a salafo-frérisme. Voilà, c'est un terme qui est en vogue. C'est aussi ridicule que de parler je sais pas moi, de trotsko-stalinisme, pour les personnes qui connaissent un peu les mouvements de gauche, ou je sais pas moi, d'anticapitalisme, capitaliste, enfin voilà, c'est quand même des absurdités comme ça, mais c'est des mots massus qui sont brandis, qui évitent de penser. Et voilà, et des mots pour stigmatiser l'interlocuteur. Donc, cette forme-là d'insularité française est assez forte, c'est vrai, on la remarque en ce moment. Et peut-être que la lumière, d'une certaine manière, ou peut-être que notre salut viendra de la justice européenne. Alors, ça prend du temps. Ça prend du temps, ça veut dire qu'avant que des cours européennes, en particulier la Cour de Strasbourg, donc la Cour européenne des droits de l'homme, ne se prononce sur les procédures qui ont lieu pour apologie de terrorisme, il va se passer quelques années, on ne va pas rentrer dans le détail de la procédure sur la question des voies de recours, etc. Mais ça peut être voilà, une protection, ça veut dire que sur le fondement de l'article 10, la Convention européenne des droits de l'homme, qui concerne la liberté d'expression, bah, la France risque d'être rappelée à l'ordre, d'une certaine manière, pour manquement à cet article-là et pour avoir restreint de manière disproportionnée et non nécessaire la liberté d'expression. C'est quand même l'enjeu de ce débat. On a du mal à comprendre qu'un ministre de la Justice nous dise à un certain nombre d'acteurs, à nous, citoyennes et citoyens qui sommes en France, j'ai du mal à comprendre voilà, qu'un ministre de la Justice nous dise quoi penser d'un conflit étranger et quelle est la bonne position à tenir et quelle est celle qu'il est impossible de tenir. Moi, ça me paraît problématique parce que pourquoi le faire uniquement sur la Palestine? Pourquoi ne le pas faire sur pour le Sri Lanka, pour le Timor oriental, pour le Congo, etc. Est-ce que donc le ministre de la Justice va nous dire sur chaque conflit comment penser, quoi penser, qui soutenir, avec quels mots utiliser, quels mots sont proscrits, etc. Je pense que c'est une pente très dangereuse. Les gens ne s'en rendent pas compte parce qu'on vit un climat, une forme de macartisme à la française, mais ces atteintes-là contre la liberté d'expression, notamment, mais aussi des atteintes contre la liberté de réunion, la liberté de manifester, la liberté d'association, mais les atteintes contre la liberté d'expression, très souvent, quand on commence à attenter à ce type de liberté, c'est très très difficile de faire un machine arrière. Alors, j'ai parlé jusque-là de la liberté d'expression. Il y a une autre liberté qui est battue en brèche, ou en tout cas à laquelle, en tout cas qui est assez fortement menacée, c'est les libertés académiques. Donc, qui sont à distinguer de la liberté de recherche. C'est pas exactement la même chose des libertés universitaires. Donc, sur les libertés académiques, c'est vrai que cette infraction-là d'apologie de terrorisme peut avoir des effets néfastes, délétères, dans la mesure où on sanctuarise d'une certaine manière des sujets. Alors, le mot peut-être sanctuariser n'est pas le mot, mais en tout cas, on empêche un certain nombre de chercheuses et de chercheurs de travailler sur des questions, en particulier ces questions-là, hein, qui peuvent être liées de près ou de loin à la question du terrorisme. Et donc, il y a une forme vraiment d'anti-intellectualisme. C'est là que ça se répercute sur la recherche. La phrase de Valls dont j'avais parlé tout à l'heure, en disant que expliquer, c'est déjà un petit peu excusé, elle était contre les sociologues, justement. Les historiens aussi, anthropologues, etc., contre les sciences humaines. Et donc, cette posture anti-intellectuelle qui consiste à dire, si vous cherchez à expliquer un événement, vous êtes d'une certaine manière en train d'essayer de l'excuser. Bah, cette posture-là est très dangereuse dans la mesure où, évidemment que ces événements-là, on doit les comprendre, on doit les analyser, on doit faire des recherches dessus, justement pour une raison simple, c'est pour éviter qu'ils se reproduisent. Si on ne comprend pas un événement, on s'expose à sa reproduction. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'il y a un refus de réfléchir. C'est-à-dire réfléchir même, j'ai envie de dire, dans le double sens du terme. Ça veut dire le réfléchir en sens optique, c'est-à-dire d'une réflexion, c'est-à-dire qu'est-ce que l'événement dit de la société, à quoi il nous renvoie,
qu'est-ce qu'il dit de nous, qu'est-ce qu'il dit d'un certain nombre de tendances, etc. Et de réfléchir aussi d'une manière éthique, c'est-à-dire de prendre une position éthique. C'est dans le double sens que j'utilise le mot réfléchir et le mot réflexion. Et donc là, il y a là véritablement un refus de réfléchir sur un certain nombre de questions. Et donc, quand il y a un refus de réfléchir, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un prêt-à-penser raciste et sécuritaire. Comment il s'exprime le prêt-à-penser? Quand des tueries, par exemple, ont lieu en France, à Strasbourg, à Marseille, à Paris ou ailleurs, le prêt-à-penser raciste et sécuritaire consiste à dire une phrase assez simple, c'est « Pourquoi il y a des gens qui passent à l'acte et qui tuent des personnes? C'est parce qu'ils sont musulmans. » D'accord? Et donc, il y a un raisonnement tautologique, c'est « Ils tuent parce qu'ils sont musulmans, parce que l'islam est violent, par nature et par essence. » Donc voilà, c'est une tautologie. Ils tuent parce qu'ils sont musulmans, et comme l'islam est violent, les musulmans tuent. Bon. Si on refuse cette tautologie, et on doit refuser cette tautologie, évidemment, on est taxé de complaisance envers l'islamisme, envers un certain nombre d'actes violents. On peut être poursuivi pour apologie de terrorisme. Ou alors, si ce n'est pas une poursuite claire et directe, ça peut être des mesures de rétorsion, ça peut être votre carrière qui n'avancera pas comme vous voulez à l'université, ça peut être des contrats doctoraux que vous n'aurez pas, ça peut être un contrat en post-doc qu'on vous refusera parce que vous avez tenu ce type-là de position. Donc, il y a ce climat-là, dont j'ai parlé tout à l'heure, le macartisme à la française, s'applique aussi dans l'université. Et donc, pour signer, ne serait-ce que pour signer une pétition, on a des universitaires maintenant qui hésitent en se disant « est-ce que ça ne va pas me causer un certain nombre de problèmes ?» On a aussi un certain nombre d'universitaires qui ont quitté la France, qui sont maintenant en Belgique, aux Pays-Bas, au Canada, aux États-Unis, etc., parce qu'ils trouvaient que le climat était trop lourd en France. Et donc, ces poursuites-là pour apologie de terrorisme ne suffisent pas elles seules à expliquer cette chape de plomb qu'il y a dans le milieu universitaire, mais en tout cas, elles participent grandement à circonscrire et à atrophier le débat intellectuel en France. Alors, c'est très difficile de discuter des liens entre le droit, entre le juridique et le politique. C'est une frontière qui est assez ténue. Alors, c'est difficile pour plusieurs raisons. La première, c'est que le procès lui-même agit comme un formidable processus de dépolitisation. Ça, c'est la première chose. C'est le cas pour les procès, pour plein de raisons, hein, que je n'aurai pas le temps d'expliquer là, mais une des raisons, c'est que le procès ne connaît que des cas individuels. Voilà, le procès ne connaît que du singulier. Si vous voulez politiser une question, vous allez parler du collectif. Sauf que là, on n'est pas là pour parler du collectif pendant un procès. Et donc, je vous donne un exemple. Si une personne, par exemple un policier, est poursuivi pour des faits de violence qui peuvent aller jusqu'à l'homicide sur une personne, si l'avocat des parties civiles, par exemple, va vouloir parler du contexte, va vouloir parler des dizaines et des dizaines de morts qu'il y a eu suite à des interventions des forces de l'ordre, il va être repris par le juge qui va lui dire non, mais attendez, là on est là pour faire le procès de telle personne, pas pour rappeler le contexte historique, sociologique, etc. C'est un des risques qui existent. Et donc, on a ce paradoxe, c'est que quand on assiste à des audiences de personnes poursuivies pour apologie de terrorisme, on a d'un côté les parties civiles qui sont uniquement dans un discours politique sur le 7 octobre, sur le traumatisme de la société française, etc., etc. Et si vous, pour défendre votre client ou votre cliente, vous excipez, disons, d'arguments politiques, le juge vous dira, attendez, on n'est pas là pour on n'est pas à une conférence, on n'est pas à un meeting, on n'est pas là pour tenir, pour faire une conférence sur un sujet politique, on est là pour parler de droit. Donc, c'est très compliqué. On voit bien que la circulaire, par exemple, d'Éric Dupond-Moretti a été prise pour des motifs éminemment politiques. C'est un texte traversé de part en part par des considérations politiques. Mais dire ça devant une cour, c'est très difficile à faire entendre. Et donc voilà, on a ce double mouvement. Et la difficulté, c'est de juger en droit sur une infraction qui repose, in fine, sur un terme politique. C'est un terme politique, et quand je dis ça, c'est pas juste une vue de l'esprit, hein, ou c'est pas uniquement mon opinion. Il y a par exemple des agences de presse qui refusent d'employer le mot terrorisme parce qu'elles estiment que c'est un mot qui masque davantage qu'il éclaire les choses. Il y a aussi la Cour pénale internationale qui n'utilise jamais le terme de terrorisme. Lorsqu'il y a des mandats d'arrêt ont été demandés contre des dirigeants du Hamas et deux dirigeants israéliens, vous pouvez lire le long texte qui accompagne le long texte du procureur qui accompagne ces demandes de mandat d'arrêt, le mot terrorisme est introuvable.
Pareil, quand vous écoutez et quand vous lisez le cas, l'Afrique du Sud qui a attaqué l'État d'Israël, donc là on est dans des relations interétatiques, et ben, le mot terrorisme n'existe, enfin la Cour internationale de justice n'emploie quasiment jamais le terme de terrorisme. Donc on voit bien que c'est un mot politique dont on peut parfaitement se passer, hein, dans la mesure où il y a d'autres mots qui existent, qui relèvent du droit, crime, crime de masse, crime contre l'humanité, génocide même, crime de guerre. Bon voilà, il y a toute une variété de mots qui existent pour qualifier ce type-là de violence. Le mot terrorisme, moi en tout cas, je milite à titre personnel pour qu'on l'utilise absolument, qu'on l'utilise plus, parce que c'est un mot qui a une charge normative que je trouve disproportionnée. C'est-à-dire en fait c'est un mot qui est là pour hiérarchiser les formes de violence et donc hiérarchiser les souffrances aussi. Et c'est cette charge-là, et même ces usages racistes du mot terrorisme qui me pousse à penser, moi et puis d'autres personnes également, qu'il faudrait en finir avec ce mot-là et ne plus l'utiliser, parce que d'autres mots plus précis existent et sont à notre disposition.